Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est un update lecture que je refilme puisque je vous l'avais filmé mais j'avais perdu l'enregistrement. Du coup, je vais vous présenter un petit peu moins de livres, j'ai présenté tous ceux qui sont dans ma bibliothèque ici. Tous ceux que j'ai déjà rangés, malheureusement, je ne vous ferai pas d'avis vidéo, mais vous pourrez retrouver mon avis sur ces différents livres, soit sur le blog, soit dans mes différents posts Insta. Et ben on va commencer tout de suite, il n'y a cette fois-ci que des livres en anglais à vous présenter. Je commence avec un dernier tome de série, c'est Capturing the Devil de Kerri Maniscalco, donc le dernier tome de sa saga Stalking Jack the Ripper. Le premier tome est sorti en français, je ne suis pas sûre que le reste de la série ait été traduite et je ne suis pas sûre qu'ils le seront. J'ai l'impression que ça a été plutôt arrêté. En tout cas c'est une série qui a l'air d'avoir pas trop mal marché outre-Manche, puisqu'on arrive au quatrième tome. Ici on est dans les années 1800, au départ en Angleterre, au moment où sévit Jack the Ripper, et on va suivre une jeune femme, Audrey Rose, donc qui n'est pas comme toutes les jeunes filles de son âge, puisqu'elle ne veut pas aller dans les salons de thé, mais plutôt devenir médecin juriste, je vais y arriver, médecin judiciaire et étudier les corps, ce qui est à l'époque une aberration, en tout cas en plus pour une femme. Et voilà, on va là-dessus dans ces différentes aventures. J'ai bien aimé ce dernier tome que je trouve conclut bien la saga, puisqu'on revient, on va dire, enfin on a des petits clins d'œil au premier tome, donc ça fait un espèce de cercle. On a toujours voilà, l'intrigue autour de nouveaux meurtres et trouver qui est le meurtrier. J'ai bien aimé la façon dont c'est fait ici, on a un peu plus je trouve de stress et de sentiments, bien qu'on soit pas... je vais essayer de pas révéler ce qui se passe dans les autres, mais bien qu'on soit pas dans un sentiment d'enfermement comme peut l'être le troisième tome, ici on sent que la pression est de plus en plus mise sur les deux personnages principaux. On a aussi la romance qui va avoir quelques rebondissements et là j'ai beaucoup aimé, c'est un petit peu moins plan-plan que dans le tome précédent. Donc voilà, je vous en dirai pas plus parce que je veux pas vous spoiler le reste de la série, mais si vous lisez en VO, c'est une série que je vous conseille. On continue avec Magnolia Sword, A Ballad of Mulan de Cherry Thomas, donc qui est une réécriture, comme vous l'aurez compris, de Mulan. J'ai bien aimé ce livre-là, je trouvais que c'était une bonne réécriture. On retrouve les éléments du conte initial, du dessin animé, tout en... Enfin l'auteur en apporte des choses nouvelles, ce qui nous permet de redécouvrir, on va dire, un petit peu l'histoire et de pas savoir exactement ce qui va se passer. On arrive à assimiler les personnages de ce livre-là aux personnages qu'on peut avoir dans le Disney. Donc ici on suit Mulan qui a toujours été entraînée par son père aux arts martiaux, puisque voilà, dans sa famille, il y a deux familles qui sont en espèce de petite guerre de clans et dans toutes les générations il y a un combat entre les deux aînés des familles, et il y en a un seul qui vainc et qui remporte deux sabres assez importants, et souvent il peut y avoir des blessés ou des morts, donc Mulan a toujours été entraînée pour ça. Sauf que ses plans vont être un petit peu chamboulés puisque la guerre va commencer à être déclarée et Mulan va devoir partir au front, puisque dans sa famille il ne reste plus que son père qui est handicapé, son petit frère qui est très petit, et un autre personnage important dans sa vie qui lui est plutôt un handicap mental, et du coup elle veut pas l'envoyer là-bas, donc elle se fait passer pour un homme. En fait toute sa vie elle s'est fait passer pour son frère jumeau qui est décédé lorsqu'ils étaient plus jeunes. Donc Mulan part là-bas et elle va rencontrer un jeune noble, elle va faire partie un petit peu de sa garde rapprochée. Les choses vont pas se dérouler exactement comme elle l'avait prévu. Alors j'ai beaucoup aimé Mulan, et en particulier le combat qu'elle va un petit peu mener, c'est-à-dire qu'elle voudrait être acceptée telle qu'elle est, donc en étant une femme, mais en même temps une femme capable voilà, de se défendre, de se battre en art martial. L'auteur ne l'a pas faite non plus surpuissante, c'est-à-dire que quand elle va arriver à son premier combat, et ben elle va être un petit peu paralysée, même si elle a appris à se combattre toute sa vie, c'est pas du tout la même chose. Et voilà, donc je trouve qu'on s'attache particulièrement à ce personnage. J'ai bien aimé le personnage de... j'ai perdu son nom, mais en tout cas le jeune noble qu'elle va rencontrer. Il va montrer différentes facettes de sa personnalité, il va montrer qu'il n'est pas lui non plus sans peur, et j'ai trouvé ça intéressant.
Le seul truc que je pourrais dire sur ce livre-là, c'est un petit peu la fin. Je m'attendais à ce que la révélation que Mulan est une femme et non un homme auprès de tous ses compagnons de voyage fasse un petit peu plus d'éclat que ce que ça peut faire dans le livre. Là ça passe un petit peu comme si de rien n'était, comme si à cette époque-là, voilà, c'était quelque chose de complètement normal. Donc là j'aurais aimé un petit peu plus de piment, mais après voilà, le romance reste en second plan. J'ai bien aimé tout ce que l'auteur peut apporter de la culture un petit peu asiatique. Il y a des mots, il y a le système de caste de l'époque en tout cas asiatique, et voilà, on n'est pas totalement perdu et en même temps on est complètement plongé dedans. Donc voilà, c'est une réécriture que je vous conseillerais. On passe à du fantastique, fantasy avec Serpent and Dove de Shelby Mayurin. Donc voilà, ça c'est l'édition de Fairyloot avec la Dust Jacket, hop, que je pense que je vous ai déjà présenté dans le book haul, mais c'est pas grave, pour ceux qui l'auront pas vu, ça vous permettra de la revoir. Ici on est plutôt tourné autour des sorcières, ce qui est plutôt pas mal puisque le livre était sorti plutôt mi-octobre, donc voilà, avec Halloween. Et donc on est dans un monde où les sorcières et les chasseurs qui sont nés, qui sont formés pour tuer les sorcières, et se combattent. Et on va suivre Louise qui elle est partie de son coven, donc c'est un rassemblement, un clan de sorcières, donc qui est partie de ce coven il y a plusieurs années, qui se cache de ce dernier, qui se cache aussi des chasseurs. Au départ on ne sait pas pourquoi, elle a quitté un petit peu ses amis sorcières, en tout cas ce qui semblerait être sa famille. On va le découvrir petit à petit. Et en fait elle va se retrouver sur le chemin d'un chasseur, je vais vérifier le nom tout de suite, donc Red, et ils vont être mariés puisque les circonstances dans lesquelles ils vont se rencontrer vont faire qu'ils vont être obligés d'être mariés, sauf que vous imaginez bien qu'un chasseur qui a vécu toute sa vie pour tuer les sorcières et une sorcière, ça cohabite pas forcément facilement, et donc ça donne un petit peu tout le piment à ce livre-là. Et puis on va avoir toute l'intrigue autour justement de comment les sorcières et les chasseurs en sont venus là, qu'est-ce qui a pu se passer, pour que Louise quitte son coven il y a plusieurs années, etc. Et ce que j'ai aimé particulièrement dans ce livre, c'est que pour une fois c'est le personnage féminin qui est plutôt le personnage dévergondé, qui va dire des gros mots, qui va faire des choses qui vont un petit peu exaspérer Red et le choquer. Lui qui a toujours vécu dans la religion, puisque c'est l'église qui forme les chasseurs, avec ses préjugés, et voilà, ça va être ça qui va faire des étincelles. Et je trouvais que ça changeait. L'habitude c'est plutôt le jeune homme qui est le brigand, etc. et la jeune femme qui la noble, qui n'a jamais entendu tous ces mots un petit peu autour de la luxure. Et là c'est l'inverse, donc j'ai trouvé que c'était bien fait de la part de l'auteur. On va avoir deux personnages qui ont des forts préjugés au début du livre, et ce qu'ils vont vivre ensemble ou non va faire bouger ces préjugés là, pas trop rapidement non plus. Donc on a une romance qui s'installe mais qui est assez complexe et assez lente. On a des retournements de situation et une fin qui donne envie d'en découvrir plus, puisque on a touché un petit peu du doigt les sorcières, d'où elles viennent, mais la fin nous indique qu'il y a peut-être plus, et du coup ça donne envie d'aller voir un petit peu ce qui va se passer dans ce plus et de voir comment les personnages vont évoluer. Donc là aussi un tome que je vous recommande, qui j'espère sortira aussi en français. Et je termine avec une sortie du mois de novembre, je crois que c'était, ou alors fin octobre. C'est The Beautiful de René Adier, donc l'auteur de Wrath and the Dawn, je ne sais plus en français la traduction, mais en tout cas sa première série est sortie en français. Ici aussi, édition Fairyloot avec hop, une Dust Jacket, je vais y arriver, avec les différents personnages du livre. Ici, parfait, un thème aussi parfait pour Halloween puisque c'est autour des vampires. On est à la Nouvelle-Orléans et on va suivre Cécile, si je me perds pas, c'est bien Cécile qu'elle s'appelle. Vous savez quand vous... Céline, voilà, j'y étais presque. On va suivre Céline qui vient d'arriver à la Nouvelle-Orléans. Elle fuit son passé de mamie au début, on ne sait pas exactement pourquoi elle fuit ce dernier, on va l'apprendre petit à petit. Elle va aller dans un couvent parce que là-bas, une jeune femme qui voyage seule, elle ne se retrouve pas à se prendre une chambre d'hôtel comme ça à cette époque, puisqu'on est dans les années 1800 je crois, ouais, 1872. Donc voilà, elle va dans un couvent en espérant se refaire une vie, trouver un mari, etc. Sauf que Céline n'est pas trop comme les autres jeunes filles qui sont arrivées en même temps qu'elle à la Nouvelle-Orléans. Elle n'a pas la langue dans sa poche et surtout elle n'a pas peur
trop du danger, ou en tout cas d'aller chercher ce qui peut se passer, puisqu'en même temps, au moment de son arrivée, des meurtres vont commencer à sévir à la Nouvelle-Orléans, plutôt la nuit, et c'est des attaques, ça ressemble à des attaques par des bêtes sauvages. Céline va aussi faire la rencontre de... On devrait mettre des 3 petits points quand je connais pas le nom du personnage. Et puis je vous laisserai deviner comme ça. Donc c'est Sébastien Saint-Germain qui semble un petit peu contrôler la ville. En tout cas tout le monde embrasse chaque pas qu'il peut le faire et chaque parole qu'il peut dire. Et là aussi ça va faire des petites étincelles entre les deux. Et ils vont tous les deux évoluer dans leurs différentes hiérarchies de caste. Et on va en savoir plus un petit peu sur les meurtres qui peuvent se passer, qui vont être reliés d'une manière ou d'une autre à un moment à Céline. Donc j'ai bien aimé tout le folklore autour des vampires dans ce livre-là, le fait qu'on ne sache pas, enfin au final le mot vampire n'est pas prononcé avant la fin du livre. On n'en sait pas plus que ça dans ce premier tome, et ça amène un petit peu plus, enfin ça permet de rester intéressé et de vouloir en savoir plus sur le tome suivant. J'ai bien aimé le contraste du coup entre les couleurs de la Nouvelle-Orléans, qui est une ville qui a l'air quand même assez joyeuse, colorée, on a du français, on a vraiment pas mal de mots français, de là-bas hein, bien sûr, dans ce livre-là, et puis on a les fêtes, le carnaval, etc. Et en même temps on a la nuit où il y a plus de pression, de stress, et ces meurtres qui sévissent. Donc voilà, on a vraiment ce livre un petit peu en deux vitesses, en décalage, je vais y arriver, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Et donc voilà, ça j'ai bien aimé. J'ai aimé que Céline soit un personnage assez fort et en même temps pas non plus de même sans peur et totalement badass. Il y a des choses qui vont lui arriver, il y a des choses qui vont lui faire peur, et elle se laisse pas non plus tout le temps démonter, elle va chercher certaines vérités, ce qui vont la mettre un petit peu dans la mouise. J'aime bien le côté un petit peu mystérieux de Sébastien. On sait pas trop qui il est au départ, comment il va agir avec Céline, est-ce qu'il va se passer quelque chose ou non. Mais ce qui m'a un petit peu le point faible de ce livre-là, pour moi ça a été la romance, qui est un petit peu trop rapide. Les personnages se voient à peine et on a l'impression que c'est pas un coup de foudre, mais que voilà, surtout pour la société de l'époque, je trouve qu'ils s'avouent leurs sentiments un petit peu trop rapidement. Heureusement la fin qui est plutôt inattendue, puisque je n'avais pas du tout repéré qui était l'auteur de ces différents meurtres, et les personnages vont faire des choix en fait qui vont amener un petit cliffhanger sur la fin, qui est là aussi intéressant et qui me donne envie forcément de lire la suite. J'espère que voilà, dans la suite, la romance, soit elle ne prendra pas le pas sur le reste, soit elle sera un petit peu plus complexe, on verra. Mais voilà, si vous aimez Rueil Daladier, je pense que vous aimerez ce livre-là. On retrouve vraiment son écriture et c'est très fluide, ça se lit très rapidement. Moi j'ai juste eu un petit point faible sur la romance. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et sinon, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonne lecture et à très bientôt.